Le dernier événement de l'UFC de cette année nous offre en main event un combat inattendu. L'ancien champion intérimaire, la machine cardiovasculaire Colby Covington remplace Ian Garry pour affronter l'homme inarrêtable depuis sa descente en poids welter, Joaquin Buckley, qui veut étendre sa série de victoires à 6. Le pur athlétisme face à l'expérience à très haut niveau, c'est ce samedi. L'analyse avec Brian Boulan, c'est maintenant. Yo, this is Dustin Poirier. Bienvenue à Fight Mind. Bienvenue sur Fight Mind. Pousse. Paris sur le MMA avec Unibet. Quelle sera l'issue du combat? Une soumission? Un KO? Paris sur l'appli numéro 1 avec Unibet. 100 € de bonus sur ton premier pari. Brian, qu'est-ce qui t'intrigue? Qu'est-ce qui t'intéresse dans ce combat? Ce qui m'intrigue, ce qui m'intéresse le retour de Covington. Ouais. Ce qui m'intrigue, son choix de game plan. On va dire, est-ce qu'il va venir avec un game plan? Est-ce il vient pour gagner? Et dans ce cas-là, on aura peut-être un peu moins de spectacle, entre guillemets, tu vois, mais voilà. J'ai envie d'un retour de Covington et intelligent. Ouais, moi je pense qu'on va passer une grosse partie sur le facteur X de son retour, parce que moi je vois ça vraiment comme un facteur X du combat. Et au-delà de ça, justement, ce que j'aime bien dans cet affrontement, c'est si on a un Colby Covington en forme, je vais pas dire prime Colby, mais un gars qui revient en mode motivé, ça peut nous donner le combat a vraiment le potentiel d'être fun. Et il y a un côté bizarre, excitant sur l'aspect technique et matchmaking des styles entre Buckley et Covington. Donc on va analyser tout ça après notre Tale of the Tape. Colby Covington est numéro 6 au classement UFC et numéro 13 au classement Fight Minds. Il a un palmarès de 17 victoires contre 4 défaites, toutes survenues sous la bannière de l'UFC où il a cumulé 12 victoires. Avec 3 victoires par KO et 6 par soumission, la moitié de ses victoires sont des finalisations. Joaquin Buckley est numéro 9 à l'UFC et 6 dans notre ranking. Il est à 26 combats en carrière professionnelle dont 20 sont gagnés. Ce sera son 15e combat à l'UFC où il en a gagné 10. Au total, aucune soumission mais 14 victoires par KO, soit 70% de taux de finalisation. Le hip ratio de Joaquin Buckley est abusé. Il mesure 1m78, soit 2 cm de moins que Colby Covington, mais il a une allonge d'1m93, ce qui est 10 cm supérieur à celle de son adversaire. Les deux athlètes ont, statistiquement du moins, une approche similaire au striking, celle d'envoyer beaucoup d'informations. On tourne autour des 4 frappes qui touchent par minute, avec un pourcentage de réussite à 38 et 36%. C'est dans le département de la lutte offensive que Colby fait la différence avec 3,79 amenés au sol à succès par 15 minutes, contre 1,96 chez Buckley. Défensivement, c'est similaire, on est à 67 et 69% de succès. Colby Chaos Covington est peu actif, avec 5 combats depuis 2019 où il perd contre Usman pour la ceinture dans un banger de combat. Il revient contre Woodley, obtient sa revanche mais tombe une nouvelle fois court contre le champion. Après avoir rebondi contre son ancien meilleur ami et nouveau pire ennemi Jorge Masvidal, il tombe court contre le nouveau champion en Leon Edwards il y a un an. Il n'a fait que du 5 rounds depuis 2018. Soit ses 7 dernières sorties. Joaquin Buckley a décidé de redescendre en welterweight en 2023. Depuis, il est à 5-0 avec un KO sur Fialho, une décision contre Morono, un TKO contre Luque, une décision sur Ruzoboev et une performance de la soirée face à Wonderboy Thompson en octobre. 2200 votes, plutôt pas mal pour ce combat, pour ce dernier main event de l'UFC. On a 70% qui voient une victoire de Joaquin Buckley. Donc, on va commencer par parler de Colby Covington. Dire prime Colby, c'était quelqu'un qui s'imposait grâce à son cardio et le rythme qu'il était capable de mettre et l'intensité qu'il était capable de mettre, surtout sur ses combats en 5 rounds, en sachant que les 7 derniers étaient sur 5 rounds. Il mettait un haut volume de jeu. Et quand je dis haut volume, c'est pas spécialement juste sur l'aspect pied-point, c'est juste qu'il variait beaucoup entre striking et lutte. Et il était capable de tenir ce rythme élevé pendant 25 minutes. Pour moi, ses défaites et ses combats les plus compliqués sont face à des mecs qui sont soit plus compétents que lui, ou en tout cas qui arrivent à tenir le cap qu'il essaye d'imposer. Et donc, pourquoi j'ai commencé par Prime Colby? Parce que je pense que contre Edwards, on avait des petits indicateurs comme quoi il commence à perdre de la motivation, ou en tout cas, sa meilleure version est dans le passé. Comment est-ce que toi tu décrirais ses forces?
Écoute, moi, dans ses forces, bah, je te rejoins. Un gros cardio. Pour moi, c'est vraiment une sorte de brawler grinder. Donc, un gars qui n'est pas très technique en boxe, qui va chercher un peu la bagarre. Et profil lutteur, mais quand je dis grinder, il est pas très propre techniquement, mais il a une excellente compréhension de l'équilibre et il est capable de mettre au sol, même dans des positions qui semblent très compliquées, tu vois. Mm. Dans le scramble, il finit régulièrement victorieux si tu commences à rentrer dans son jeu. Mais voilà, hein, moi je le définis vraiment comme ça. Gaucher. Ouais. Il a ouais, je pense que son intensité et son cardio ont toujours été son gros atout dans ses points positifs. Il a un bon menton. Ouais. Malgré le fait là sur ce facteur X, il reste quand même assez constant, on va dire, dans les rounds. Ouais. Constant dans les rounds. Ça, c'est vraiment sur ses points positifs. Sur ses points négatifs, alors moi, ce que j'ai noté, c'est qu'il accepte, en tout cas sur ses derniers combats, trop facilement la pression. Ouais. Il travaille avec une garde haute, qui est pour moi un choix. Ouais, je suis pas très fan de ce choix-là, et d'ailleurs on l'a vu, hein, il est assez sujet donc Front kick ou tout ce qui vient au corps. au corps, et puis bah il a juste à envoyer des jabs pour garder ses mains relativement hautes. Mhm. Voilà. Et En parlant de jab, je trouve qu'il a pas un mauvais jab lui-même. non, Que ce soit en garde ouverte ou en garde fermée, il travaille très bien derrière son bras avant. il a des bons directs, hein. Il a des bons directs. Aussi, ouais. Ouais, son bras arrière, son bras avant, ça part relativement bien. Il est capable de shifter. Il est petit pour la catégorie. Je pense qu'il est assez léger aussi pour la catégorie. Donc des fois, il manque un petit peu d'allonge, j'ai envie de dire, mais donc il est obligé de casser la distance en faisant des shifts de temps en temps. Mhm. Et puis voilà, au sol, bah c'est un lutteur de formation, donc il conserve les positions, il frappe, Ouais. mais il n'a pas un jeu de soumission développé. Non, et pareil debout, c'est pas un jeu de KO non plus. Enfin, KO, Du tout. KO, CHAO beaucoup plus, comme l'indique son surnom. Et au sol, ouais, je dirais qu'il a des bons contrôles et c'est sa priorité. T'as pas l'impression qu'il y a une recherche ultra proactive d'avancer vers une soumission ou Non, de rechercher à tout prix un TKO sur ground and pound. Il a cette confiance en lui de prendre plus de la moitié des rounds pour gagner une décision. voilà, exactement. Mm. Donc ça peut être s'il trouve le chemin pour te mettre au sol ou pour te bloquer et puis te frapper, ça peut être un problème. Mm. Et puis il reste, ouais, j'ai pas envie de dire un petit peu comme tu vois, comme un cheval fou comme ça. À chaque fois que tu penses qu'il va faire quelque chose, il part sur une autre direction. Ouais. Donc c'est difficile de le suivre. Ouais, et un autre point que j'ai noté, c'est qu'il est assez réactif sur les sorties de clinch et les sorties de situation de lutte. Ouais. Il va attaquer à ces moments-là qui sont des moments qu'on peut dire comme étant cruciaux. Et donc il est très concentré sur ces moments de liaison comme ça. Ça peut lui faire gagner des points. Et il y a eu quand même pas mal de ces combats avec des rounds serrés. Et ça peut être des moments qui font la différence. Mm. Et donc Ouais, celle-ci, on peut peut-être le noter. Sur certains de ces combats, il y a quand même beaucoup de rounds serrés. Je me rappelle son combat contre Rafael dos Anjos. Honnêtement, à la fin, j'étais pas certain de qui allait prendre le combat. Ousmane, le premier et même le deuxième, hein, la plupart des rounds sont très compétitifs et il n'a pas toujours cette faculté de faire la différence de manière convaincante. Ouais, j'ai pas d'autres faiblesses que celles que tu as citées. Je pense qu'on a fait un bon tour de son profil. Donc pour Joaquin Buckley, il fait partie de ces athlètes très explosif. J'ai tendance à dire un profil plutôt striker qui semble avoir repéré qu'il n'allait jamais devenir un striker d'élite et qu'il allait atteindre les niveaux des meilleurs strikers de l'UFC. Et par conséquent, il semble avoir décidé de chercher à devenir plus complet. Alors on est au début du process, sa lutte n'est pas encore exceptionnelle, son grappling encore moins, mais on a l'impression on a toujours deux choix. Soit tu te spécialises et tu deviens un profil plus unidimensionnel qui s'impose tout le temps dans le même jeu. Soit tu deviens plus complet. J'ai l'impression que Buckley prend cette route où il fait toujours parler son striking, bien sûr, mais on sent qu'il intègre de plus en plus la lutte et qu'il va chercher de plus en plus à intégrer le sol aussi dans son jeu. Il est également gaucher.
il bosse en burst, de par son style explosif. Et je trouve qu'il a une très bonne variété d'attaques entre anglaise, kick sur les 3 niveaux, et puis de temps en temps il sort quelque chose de flashy. C'est pas toujours précis, c'est pas toujours sur une bonne gestion de distance, mais il a des déplacements qui sont difficiles à lire. Il commence de plus en plus à faire genre des zigzags avant d'avancer. On l'a vu contre Luke et dans d'autres combats. Donc ouais, il y a ce petit côté peu orthodoxe aussi. Ouais. Et puis il a une très 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 bonne allonge. Hein. Oh. C'est un truc de fou. Ouais, je pense que ça on peut le noter. Et coach, je te rejoins hein, sur ses points forts, sur ses takedowns, c'est vraiment des power double leg, tu vois, des blasts. Comme tu l'as dit, quand il met au sol, alors je pense que c'est en lien aussi avec ses attributs physiques, c'est-à-dire qu'il ne va pas chercher à se cramer, à contrôler, mais il va chercher à frapper de manière explosive quitte à perdre la position. Quitte à perdre la position. Mais c'est vrai que ça peut être assez déroutant. Donc tu te fais mettre au sol, tu penses que tu vas avoir un petit peu de temps de travail pour pouvoir repositionner tes hanches, et en fait directement, lui il est au-dessus de toi en train de t'envoyer des coups de poing marteau, des frappes très explosifs. Donc d'une certaine mesure, c'est pas du tout le même style. On a un Covington qui est une sorte de rouleau compresseur qui déplace, qui frappe avec des frappes peu puissantes et qui est toujours en train de travailler. De l'autre côté, pour moi, Buckley, il met aussi quand même beaucoup d'activité de manière très explosive. Ça te jette, puis tu tombes, tu penses que tu vas pouvoir refaire, et puis ça arrive très explosif sur toi à te frapper. Et ouais, c'est deux profils différents, mais avec une fois que t'es de l'autre côté, face à la personne, c'est la même chose. Beaucoup d'informations et difficile à maîtriser ce type d'adversaire. Ouais, c'est ça. Il y a une vraie peu importe dans les chaussures de qui tu te retrouves quand t'es contre Covington ou contre Buckley, il y a une vraie complexité de lecture de ce que fait l'autre parce que il y a beaucoup de volume de manière générale d'informations, comme tu dis. Le jeu de feinte, c'est peut-être ce qui manque un tout petit peu aux deux pour complémenter encore cette surcharge d'informations que tu veux mettre sur l'adversaire. Ouais, je te rejoins entièrement là-dessus. Ouais. En termes de faiblesse ou de points d'amélioration, je trouve qu'il contre très peu. Bon, évidemment, le KO le plus connu presque à l'UFC, c'est celui qui met contre Impa Kasanganay, et c'est en genre de contre. Mais voilà, quand tu l'attaques, il va plutôt chercher à désengager, ce qui signifie qu'il a besoin d'espace. Derrière lui, il a besoin d'être au centre. Et alors forcément, je pense que son grappling, c'est aussi là où il y a des portes ouvertes pour ses adversaires, bien plus qu'en pied-point. Le grappling, je pense aussi. Dans les points négatifs, c'est toujours pareil. Hein, des qualités peuvent devenir des défauts. Je pense que son explosivité peut lui jouer des tours, et notamment, je pense que sur un synchrone, c'est quelque chose qui va m'intéresser, de voir à quel point il est capable, vu sa générosité de tenir sur autant de rounds, si ça dépasse le 3e, bien évidemment. Exactement. Ça faisait partie de mes 2 gros facteurs X dans ce combat. C'est la première fois que Joaquin Buckley combat sur 5 rounds. Il a un style, comme on l'a déjà souligné plusieurs fois, explosif, où on sait que généralement, il y a des exceptions à la règle. Je sais plus de qui on parlait, mais on disait c'était abusé. Le mec a un style explosif qui devrait fatiguer, et il est capable de garder ça sur 5 rounds. Je pense qu'on a fait une analyse cette année sur un profil comme ça, mais Joaquin Buckley, selon moi, a pas réellement montré de gros signes de fatigue sur ces combats qui vont au 3e round contre Ruzi Boev et contre Wonderboy, qu'il finalise dans le 3e round, malgré une intensité qui est quand même soutenue. Ceci étant dit, c'est lui qui avait quand même principalement la main mise sur le rythme et la direction du combat. À voir si il rentre avec la même énergie dans un 3e round avec un Colby qui est peut-être plus maître de ce qui se passe dans la cage. Contre Nassourdine, le 3e, on était tous concentrés sur Nassourdine. On avait vu qu'il y avait une baisse de régime, mais il était fatigué, je me rappelle plus trop. Moi, j'ai l'impression que c'est Nassourdine qui s'était grillé dans ce combat et que le 3e round va pour Buckley. Ouais, c'est ça. Hein. My decisions... Buckley. Moi, de tête, parce que je suis pas allé revoir ce combat-là. Buckley a été tellement actif qu'on a beaucoup plus de matière de lui en welterweight de manière générale. Mais donc, contre Imavov, je crois qu'Imavov prend les 2 premiers et Buckley prend le 3e. Hein. Ouais, c'est ça. Ah, attends. Oui, donc il y a un 30-27 pour Imavov et 2 29-28. Et les 2 29-28, c'est en donnant le 3e et dernier round à Buckley. Et les fans, il y a 94% des fans qui donnent le 3e round à Buckley. Et tous les médias, c'est 29-28 pour Imavov.
Ouais. Donc voilà. Donc voilà. Clairement, le meilleur Donc, round de Buckley contre Imavov, c'était le le dernier. troisième. Ouais. Donc ça montre aussi quand même que bah ça reste un questionnement, mais effectivement au troisième round il est encore là. Mhm. Maintenant, est-ce que le quatrième, cinquième, ça sera quelque chose, sachant que c'était en middleweight sur ce combat-là. Ouais, et effectivement, je regarde les stats là. Donc, juste les frappes envoyées, significatives envoyées. Au premier round, il en envoie 48 contre Nassourdine. Au deuxième round, 45. Et au troisième round, 81. Il Ah ouais. double, il double presque son nombre de frappes envoyées Ouais. sur la troisième reprise contre Imavov. Encore une fois, alors que c'est pas lui qui avait la main mise sur le rythme et tout ce qui Ouais, s'ensuit. on peut quand même penser qu'il a un bon cardio. Hein. Ouais, clairement. Mm, mm. Et effectivement, encore une fois, contre Morono, pareil. Donc, contre Morono, c'est une décision, hein, ça c'est en welterweight. 41 frappes envoyées au premier, 45 au deuxième, 90 au troisième. Mm, mm. Donc, ouais, c'est un facteur X où on peut partir du principe que ça va pas trop pencher du côté de Colby Covington. C'est plus une question d'expérience ici. Donc, Ouais. on n'a pas d'indicateur que Buckley ralentit sur la fin des combats en 15 minutes, pas du tout. Mais voilà, il y a quand même une question d'expérience et puis 10 minutes en plus par rapport à 15, c'est pas rien, c'est pas une petite augmentation. Donc c'est pas parce qu'on l'a pas vu ralentir qu'il va être à l'aise jusqu'à la 25e minute si ça va Ouais. jusque là. Mm, mm. Tout à Et fait. alors deuxième facteur X dans ce combat, c'est Colby Covington. À quoi est-ce qu'il va ressembler? J'ai un peu fait le tour de ses réseaux sociaux, il y a rien sur le MMA. La story d'hier, la story qu'il a postée hier, je comprends pas. Il est en train de jouer à la roulette et il fait un live Twitch, un truc comme ça. Je me dis mais qui prend du temps pour regarder Colby Covington jouer à la roulette en live Twitch et genre je pense qu'il a gagné parce qu'il a mis sur Rouge, c'est Rouge qui est sorti, il s'est foutu torse nu en gueule. Enfin, j'ai pas pigé. Et donc je me pose quand même la question de à la fois sa motivation et sa concentration. Qu'est-ce que toi t'en penses? Mais écoute, je suis allé aussi sur son Instagram pour prendre un peu des informations, voir où est-ce qu'il a fait son camp d'entraînement, parce que pour Leon Edwards, je pense qu'il avait changé de camp. Hein. Déjà pour Jorge Masvidal. C'était Jorge Masvidal, il était parti dans un petit club. Chez des potes. Ah, chez des potes. Bah, je pense, ouais. En tout cas, c'est une équipe qui avait, si je dis pas de bêtises, personne à l'UFC. Ouais, et c'était plus des connaissances qui s'étaient faites dans sa carrière MMA qui ont bien voulu reprendre son camp d'entraînement, quoi. Ouais, voilà, un truc, un petit club, quoi. Donc pas du tout l'infrastructure qui lui permette d'évoluer à haut niveau avec des profils et avec des partenaires d'entraînement suffisants. Donc on peut imaginer qu'il est toujours sur le même camp. Et ça aussi, pour moi, c'est un facteur X assez inquiétant. Ouais. Ça, c'est vraiment le mot. Pour moi, je suis inquiet par rapport à ça parce que c'est un peu le narratif de ces deux derniers combats et surtout de son dernier combat, c'est que son changement de camp ne lui sert pas en termes de stratégie, en termes de progression. Pas l'impression que, tu vois, quand tu vas t'entraîner dans une petite équipe ou que tu deviens la star de ta nouvelle équipe ou que tu es même le seul combattant, ce qu'il y a d'important, c'est d'avoir une équipe avec un head coach qui est capable d'aller te puiser des sparring partners pour continuer à rester sur des sparring ou des drills face à du haut niveau. Et là, j'ai pas. Alors, je suis pas le gros follower sur les réseaux sociaux, loin de ça. Non. Mais de ce on voit pas. On sait pas s'il a ramené des gens pour s'entraîner. Et ça reste aussi un short notice. Là, c'est peut-être le point plus rassurant de ce côté-là, c'est what's in it for him, tu vois, c'est qu'est-ce qu'il a gagné de prendre ce combat. Il aurait pu juste dire, non, trouver quelqu'un d'autre. Il remplace Yann Gary en short notice contre Buckley. C'est pas le nom. Limite, c'est le gars qui est en train de monter dans la division, mais dont le nom a pas beaucoup de valeur. Donc le fait qu'il a accepté, c'est peut-être le côté rassurant. C'est peut-être le côté où on se dit, il a accepté un combat qui n'est pas contre une name value, alors qu'il semblait dire depuis des années que lui, tout ce qu'il voulait, c'était prendre que des gros noms. Donc là, peut-être qu'il est de retour dans un état sportif, mais en tout cas, il le laisse pas transparaître sur les réseaux, ça c'est sûr. Ouais, ou alors il voit un chemin de victoire et il pense être capable de le faire, tu vois, mais perso, je le vois le chemin de victoire, mais pour moi, il faut un vrai camp d'entraînement et une vraie équipe et un travail qui a été fait pour ça, quoi. Le chemin de victoire dépend typiquement du niveau qu'il va afficher, ce qui signifie de la préparation qu'il a faite, est-ce que ça a été pris au sérieux. Et donc, justement, parlons un peu des game plans. Pour moi, du côté de Colby, il y a deux pistes
qui peut choisir, entre guillemets. Donc soit tu joues sur la piste de l'explosivité de ton adversaire, et donc tu viens plutôt prudent au début pour ouvrir le jeu quand tu sens que ça ralentit, et donc potentiellement utiliser de la lutte pour essayer de fatiguer un maximum Buckley au début. Donc on va voir ça comme de la lutte d'investissement pour créer une dette d'énergie et commencer à ouvrir le jeu un peu plus tard. Ou bien tu joues plutôt sur le profil striker engageur non contreur de Buckley, c'est un gars qui initie l'action mais qui contre très peu, et donc tu viens un peu pour le submerger, le mettre sur le pied arrière, étouffer avec du volume. Pour moi, un Colby assez en forme peut choisir l'un ou l'autre. Je sais pas ce que toi t'en penses, mais c'est Ou les deux. deux routes vers la victoire qui me semblent judicieuses à prendre. Ou les deux. Prendre les deux. Ou les deux. Moi, j'ai mis dans le game plan, ouais, mettre la pression. Je pense qu'il doit se mettre sur le pied avant et la lutte. La lutte, alors soit en réactif sur les blitz de Buckley, tu vois, donc juste de se baisser et puis cut de corner et mettre au sol, ce genre de choses, ou soit en proactif. Et alors là, moi, je suis remonté jusqu'au combat que Joaquin Buckley avait perdu contre Logan Storley. Ouf, Bellator alors, c'est ça. Hein. Bellator, ouais. Ouais. Et je trouve que Logan Storley, bon, pour moi, il est bien meilleur lutteur que Colby Covington, mais il est moins bon lutteur MMA, je dirais. Et il lui a roulé dessus en lutte, tu vois. Il l'a mis au sol, il a gagné facilement, avec un jeu quand même assez ressemblant à ce que peut faire Colby Covington. Ok, sur les entrées. Ouais, entrer sur single leg, soulever la jambe, attraper le body lock, à la cage, tourner les hanches, remettre au sol. Tu vois, vraiment le travail de grind Chaîne. de chaîne que Covington est capable de pouvoir faire. Donc moi, je vois vraiment un chemin pour la victoire pour le faire, mais il faut être sacrément en forme, quoi. Oui, c'est ça. C'est parce que tu dois être capable de mettre, encore une fois, c'est cette question. Et on en a parlé. La force de Colby, c'est vraiment ça. C'est pas le plus technique. Il va gagner contre des mecs bien plus compétents que lui parce qu'il est capable de les fatiguer sans se fatiguer et parce qu'il est capable de mettre une intensité un tout petit peu plus chaotique qui permet souvent de compenser. On en a parlé. Quand tu as quelqu'un de plus technique que toi, créer un peu un brawl, ça permet de rééquilibrer en termes de compétences et de trouver des chemins vers la victoire. Donc, ouais, le mix des deux me semble bien. C'est mettre sur le pied arrière avec du volume en pied-point, trouver ses ouvertures en lutte et puis ne pas lâcher dès que tu luttes, ce qui est son style. Hein. Donc c'est un peu faire ce qu'il fait d'habitude avec voilà il doit jouer avec les curseurs. Pour moi, il doit lutter un peu encore plus que d'habitude. Ouais, je pense. Ah oui, non. Par contre, il peut pas faire comme il a fait contre Leon Edwards, à vouloir échanger, boxer comme si ça allait bien se passer et commencer à lutter sur la fin, tu vois. Non. Plus ce qu'il a fait contre Roré Masvidal, j'irais. Hein. Roré Masvidal, c'est quand même une recherche très proactive de la lutte. Il strikait un peu, mais sans exagération. Je crois que c'était Robbie Lawler où il l'a pas mis à la cage. C'est possible. Robbie Lawler, ça c'était sa performance. Hein. 10 takedowns sur 5 rounds, c'était pas ça? C'était son premier, son entre guillemets premier main event où c'est là. 179 frappes qui ont touché à 78, 10 takedowns sur 18, 8 minutes 43 de contrôle au total. Ouais, pour moi, la perf de Robbie Lawler, c'est plutôt vers ça qu'il doit se diriger. Mettre de la pression, frapper, descendre dans les jambes, tirer, remonter en body lock, réussir à le faire tomber, avoir un Joaquin Buckley qui est genre tout raide, à essayer de se relever, tirer sur la jambe, tu vois, vraiment un travail de chaining assez épuisant, sauf pour lui, tu vois. Je pense que c'est vraiment le travail vers lequel il doit se diriger et que Buckley ne sache plus après, et ça lui permettra de pouvoir boxer, tu vois. Ouais, tu ne sais plus s'il va descendre dans tes jambes ou pas, et avec des feintes, changement de niveau. Et je pense qu'il y a un véritable chemin, ouais. Ouais, parce que étouffer Robbie Lawler comme ça, qui lui justement est un peu game pour aller dans les combats à haute intensité, c'était très beau. Il a envoyé 541 frappes. Ah ouais, non. Le volume de malade. Ouais, j'aime bien l'idée de répliquer un peu ce qui a été fait contre Robbie Lawler. On est d'accord que Robbie Lawler n'était plus prime du tout, hein, ça c'est sûr. Attends, c'était donc Robbie Lawler contre... Ah ouais. Non. Ouais, effectivement. Donc il avait perdu sa ceinture contre Woodley en 2016.
Il a rebondi contre Donald Cerrone. Puis il avait perdu contre Rafael dos Anjos. Puis il y a eu ce truc bizarre contre Ben Askren. Ouais. Et puis c'était Covington. Ouais. Et donc effectivement, on était sur... et donc ça, c'était 2019. Donc 3 ans après la perte de sa ceinture, on peut considérer que c'était plus le Robbie Lawler des grands jours. Ouais, on peut considérer ou se dire que ça se trouve, il aurait... Enfin, tu vois, contre Ben Askren, c'était... Ah oui, il était bien parti contre Ben Askren. Il était sacrément bien parti, il était chaud quand même. Très chaud, ouais. Ou alors, on peut se dire qu'il s'était ultra préparé, qu'il était vraiment chaud et qu'il s'est quand même bien fait rouler dessus par Colby, tu vois. Mais Ouais. en tout cas, Colby, à ce moment-là, pour moi, c'est vraiment le Colby Prime. Hein. Ouais, bah c'est ce Colby-là que j'espère voir, moi, samedi soir, tu vois. Ouais, ou en tout cas une version Clairement. ressemblante. Peut-être qu'on peut pas avoir l'espoir de voir exactement cette version, mais quelque chose qui s'en rapproche. Et honnêtement, tu regardes son combat contre Jorge Masvidal, c'est pas, enfin tu vois, c'est bien son combat contre Jorge Masvidal. Donc il y a vraiment que le combat contre Edwards où tu te dis, peut-être que c'est juste que Edwards avait le style pour étouffer un peu Colby Covington. Pour moi, il a démarré sa lutte beaucoup trop tard. Il était sur le pied arrière, il a reculé. Au moment où il a commencé à aller en lutte, il avait quand même régulièrement l'avantage, tu vois. Dans les scrambles, avec des erreurs de... Il y a eu des erreurs de la part de Leon. Moi, je trouve qu'il y a des fois où il a mis un takedown, tu vois, à un moment donné, en retour. Ouais, c'est ça. Donc il défend le takedown de Colby Covington et puis c'est par ego, clairement par ego. Alors c'est clair, tu le mets et tout le monde fait waouh, il l'a mis au sol, incroyable et tout. Pour l'histoire, c'est bien, mais en termes de risque, de bénéfice-risque, t'es là, tu dis waouh. Il y a eu d'autres choses. Hein. Il y a un moment donné, il essaye de faire un step over comme ça et il se fait remettre au sol alors qu'il était en train de partir, quoi. Il y a eu plein de phases où il avait la porte de sortie de pouvoir casser vraiment la phase de lutte et où il a voulu échanger et finalement il a perdu sa phase de lutte, tu vois. Ouais. Et donc Colby est bon aussi là-dessus. Ouais, donc franchement sur ce Factor X, c'est ça, je suis inquiet parce que je vois pas ce qui se passe, mais j'ai pas non plus de méga indicateurs comme quoi on en parlera pendant les pronostats, mais pour moi c'est légèrement abusé à quel point les codes de Paris vont dans le sens du Factor X en fait. Mais parlons d'abord de la stratégie à mettre en place pour Buckley. Alors, à titre personnel, je trouve que les chemins de victoire qui ont été établis par Kamaru Usman et par Leon Edwards vont être difficiles à reproduire pour un Buckley. D'un côté, on a un Edwards qui est vraiment maître de la gestion de la distance, une excellente précision et une bonne responsabilité défensive. Je pense que Buckley est pas aussi fin techniquement en pied-point que pour reproduire ce qu'a fait Edwards. Et du côté de Kamaru Usman, c'est quelqu'un qui a juste matché, qui a réussi à matcher le volume et l'intensité de Colby et qui est légèrement plus compétent et donc qui a pu s'imposer de cette manière-là. Donc, il faut trouver un nouveau chemin de victoire. On est d'accord là-dessus? On peut s'inspirer je pense qu'on peut s'inspirer de certains éléments, mais il faut trouver vraiment un nouveau chemin de victoire qui correspond au style de Buckley. Ouais, je suis d'accord. Quels sont les grands axes de ce chemin de victoire? Alors, moi, les grands axes, toujours pareil. Hein. Je pense que celui qui va imposer la pression va vraiment se diriger vers les victoires. Donc, c'est la première des choses. Je pense qu'il doit utiliser son jab pour garder tout ce qui est direct au niveau des bras, pour garder cette garde haute chez Covington, et puis aller chercher du latéral, que du corps avec les jambes quasiment. Low kick aussi peut-être, mais ils sont gaucher contre gaucher. Il me semble que Usman contre Covington, le premier, il y a eu beaucoup de low kick de part et d'autre. Attends, je vais aller en gaucher contre gaucher. Et mince. Ah ben non, Usman il est. Attends, j'ai un trou de mémoire. Usman il est droitier. Il est droitier, mince. En droitier, en garde ouverte, je pense que de toute façon, je me plante. Il n'y a pas eu beaucoup de low kick. Donc, je partirai par là. À voir sur les low kicks de la part de Joaquin Buckley, parce que je pense que c'est aussi un potentiel chemin de mise au sol pour Covington. Donc, à voir s'il a le timing, à voir s'il change de garde pour aller chercher le low kick jambe avant, par exemple, tu vois, en garde ouverte. Mais en tout cas, voilà, pour moi, c'est pression,
les jabs, le travail avec les jambes au niveau du corps. Et alors pour moi, le plus important sera de prendre les moments. Ah oui, c'est ça. Prendre Donc, tu auras plutôt minutes du côté de Colby Covington et marquer les Exactement. esprits sur les moments pour faire la différence si ça va au scorecard. Et ça, pour moi, c'est pour vous donner un exemple, c'est son combat contre Ruzi Boef. Non, Ouais. non, non, pas Ruzi Non, Boef. Ruzi Boev, je pense qu'il lui Non, a, non, il lui a c'est pris les minutes et les moments. celui qui a été arrêté avec son œil qui avait gonflé là. Tu vois? Euh... Duraev, moi c'est 2022. Oula, ça remonte. Contre Ça. Duraev. Je l'ai pas regardé. Donc Duraev, il lutte relativement bien et c'est vrai que quand tu regardes le combat assez rapidement, tu dis ah ouais, Duraev, il avait fait du bon boulot, mais en gros, il perd ses rounds parce qu'il prend il prend des assauts, il prend des frappes très très significatives une fois sur ses fesses. Et donc je pense que Joaquin pourrait faire la différence là-dessus. Ouais. Bien que Covington le lutte, bien qu'il réussisse à le mettre au sol de temps en temps, s'il arrive à lui mettre des gros middle ou des sacrés directs, eh bien, pour moi, c'est le chemin dans lequel il prendrait ses rounds. Bah, en fait, c'est vrai, on en a parlé. Hein. Covington, c'est pas quelqu'un qui va mettre des KO. D'ailleurs, je pense que Non. statistiquement, c'est un des gars qui a besoin du plus de frappes pour mettre un knockdown. Je regarde dans sa carrière, il a un seul knockdown à l'UFC, c'est contre Jonathan Meunier en 2016. Ouais. Au-delà de ça, c'est pas quelqu'un qui met énormément d'intensité dans ses frappes. Donc c'est plus le volume. Lui, il va travailler sur l'impact cumulé. Joaquin Buckley qui travaille plutôt sur l'impact immédiat, qui vaut plus. Ça peut être intéressant. Et comme on l'a dit, Colby Covington au sol, c'est plus du contrôle. Certes, il peut submerger avec ce contrôle, mais il va pas beaucoup frapper. Il va pas être ultra menaçant sur les soumissions, donc il prend peu d'avance sur ces séquences-là. Donc il y a moyen vraiment de contrebalancer avec des gros moments. Ouais. Je pense que... Qu'est-ce que j'avais mis moi de plus? Ouais, donc mettre Colby sur le pied arrière parce qu'on a vu sur Edwards qu'il n'était pas super à l'aise. Enfin, c'est là où il est le moins bon, clairement. Ouais. Et en même temps, ça permet de garder de l'espace derrière lui parce que son style défensif prioritaire, c'est de désengager. Et alors peut-être mettre une distance inhabituelle. Hein. Buckley, il est capable vraiment d'attaquer de très loin et sortir assez rapidement aussi, sans trop exposer ses hanches, ou alors en tout cas en mettant des informations dangereuses dans le tunnel du lutteur. Ça peut être intéressant pour lui aussi. Et voilà, j'aime bien de temps en temps, ça paraît bizarre parce que c'est, je vais pas dire du jamais vu, mais c'est assez rare, mais les zigzags qu'il faisait contre Vicente Luque, ça peut être intéressant face à quelqu'un qui veut te lutter aussi, parce qu'il prend pas ton angle pendant que toi tu attaques et que tu casses la distance pour lui. Donc ce style-là peut être intéressant parce que peu habituel, et je pense que Colby il s'en sort mieux face à des styles plus classiques aussi. Notre sponsor, unibet.fr, nous donne Buckley bien favori. En fait, ça s'aligne au vote de la communauté, tout simplement. Joaquin Buckley est à 1,33, Colby Covington est à 3,05. On est discrètement en dessous du 70-30. Donc, on donne quasi 70% de chance de gagner à Buckley. Pour moi, ça signifie qu'on est à fond sur les facteurs X, parce que personnellement, Colby en assez grande forme, j'ai même pas envie de dire prime Colby, mais un Colby en assez grande forme, il devrait être favori dans ce combat. Ouais, je te rejoins. Tu prends même le Colby de Jorge Masvidal, je le mets favori à même plus que 55%, hein, honnêtement. Je te rejoins entièrement, oui. Oui, je pense que c'est les facteurs X, et je pense que les codes ne reflètent pas forcément elles reflètent, on va dire, l'issue du combat, la croyance vers l'issue du combat, mais elles ne reflèteront pas à quel point ça peut être serré. Exact. Je pense qu'on sera sur un combat serré, genre 55-45, tu vois. Mais que par contre, la probabilité que ce soit à l'avantage de Buckley, effectivement, creuse l'écart, tu vois. Ouais, c'est ça. En fait, c'est juste qu'il y a une vraie chance, haute probabilité, qu'on ait Covington en mode ombre de lui-même. Ouais, sur un 5 rounds contre Buckley, ça passe pas, ça c'est sûr et certain. Ouais. Et donc ça, j'ai l'impression que les pronos ici, les codes de Paris, reflètent plus la probabilité d'un Colby ombre de lui-même qui donc est incapable de gagner et qui, encore une fois, tu vois, Colby, il accepte ce combat, ça reste en short notice sur 5 rounds. Est-ce qu'il est dans la désillusion à ce point-là?
Je sais pas. Hmm. Du Bon, coup, c'est un Fight Night, hein. ouais, c'est ça. En plus, c'est un Fight Night, c'est même pas un pay-per-view. Donc, est-ce que quel est ton prono? Je vais plutôt le poser comme ça. Écoute, mon prono, alors, je vous avoue que là, comme ça, si je n'ai pas tous les facteurs X, j'ai aucune visibilité sur son camp, j'ai cherché. Moi, mon prono à la toute base, ça serait de voir Covington l'emporter à la décision. On a aligné. Ouais, je le vois quand même le passer, même s'il est 10, 15, 20% moins bon que ce qu'il a été sur ses dernières victoires, je le vois passer. Ouais. Mais s'il fait le bon choix en termes de stratégie et s'il a continué à s'entraîner. Ouais, ça fait beaucoup de si. Ouais, ça fait beaucoup de si. Donc c'est pour ça. Donc voilà, ça c'est mon prono. Maintenant, est-ce que je vais mettre de l'argent sur lui en me disant non, la cote elle est déconnée, je vais mettre. Bah là j'en suis moins sûr. Tu vois. C'est vraiment ça le truc. C'est. Ouais. En fait, tu sais comment hier je me disais. 0,25, tu vois, 0,25 unités là-dessus, parce que tu perds pas grand-chose, et puis il est quand même en mode x3 sur un combat sur lequel on considère qu'il doit être favori, si c'est sa bonne version qui arrive. Alors moi j'attendrais, j'ai essayé de regarder quelques interviews, on est sur la Fight Week, là, donc il devrait être sur place. Il va y avoir le countdown un petit peu, non? Countdown, non, pas sur les Fight Night, ça, ni les Embedded d'ailleurs. Hein. Donc là, il faut plus conférence de presse, pesée cérémoniale. C'est là-dessus qu'on va se faire un avis, quoi. Ouais. Il a même pas de chaîne YouTube au final. Je pense pas. Ouais, faut peut-être retrouver la team dans laquelle il a pas fait une interview comme quoi il allait prendre quelqu'un dans son coin qui n'a, enfin une plus grande star que. Attends, c'est quoi qu'il a dit? Alors, il aurait quelqu'un dans son coin qui est au-dessus de Dana White et Hunter. Et donc il laisse penser qu'il aura Donald Trump dans son dans son coin. Je sais pas si c'est un élément qui j'imagine que pour lui c'est un élément qui le motive. Je sais pas si on peut voilà considérer ça dans nos facteurs X aussi, mais ouais, moi j'ai vraiment envie de croire. J'ai vraiment envie d'y croire en fait. J'ai vraiment envie de croire que Buckley il prend ça parce que il a été sérieux dans l'ombre. C'est vrai que tu peux t'entraîner comme un taré et ne plus jamais poster sur le MMA. C'est John, hein, je pense, alors je sais plus où ça en est parce que je suis pas ça de près, mais tu vois il avait porté plainte contre Jorge Masvidal parce qu'il avait frappé derrière dans la rue, là, par derrière dans la rue, et apparemment il avait oui, il était parti un peu, il faisait le clown sur les réseaux pour un peu dire ouais j'ai perdu la tête et essayer de tirer plus d'argent en dommages et intérêts auprès de Jorge Masvidal. Peut-être qu'il fait encore ça ou j'en sais rien, je sais pas trop. Mais c'est vrai que c'est bizarre qu'il poste rien sur le MMA depuis des mois. Bah, c'est possible après qu'il manque d'actualité, tu vois, et qu'il se dit bah non, il me faut un combat, Trump vient de passer, il faut que je revienne sur le devant de la scène, et que c'est un pari, quoi. Ouais. C'est possible aussi, hein, il a quand même 1 million de followers, en termes d'actualité, il a pas grand-chose. C'est vrai. Les gens... C'est vrai. Niveau sponsor et tout, tu gagnes beaucoup plus quand tu as un combat annoncé, mais par rapport à ça, tu vas gagner plus si ton combat est annoncé 3 mois à l'avance, tu vois, 2 mois à l'avance. Ouais, mais on connaît pas les négociations, hein. Ça se trouve que il a été tellement pénible et chiant, l'UFC lui dit écoute, mon ami. T'as vu ce qu'on a fait à Mokaev? Ouais, voilà, ils l'ont peut-être vraiment pris comme exemple, hein, Mokaev, pour pouvoir avoir un nouveau levier de négociation face à d'autres loups. Ouais, je pense, et je pense qu'il a peut-être un peu surestimé la place qu'il avait à l'UFC. Et tu sais, il a fait des chiffres qui étaient assez minables quand il a fait son pay-per-view. Et c'est une réalité. Je pense que il court derrière Trump, mais Trump, il lui donne à peine l'heure, tu vois. Il accepte de faire une photo parce qu'il sait pas qui c'est. Il dit vas-y, viens. Mais voilà, tu vois, il y a eu des moments, enfin, je sais plus, il y a eu des déclarations de Trump, tu sais, où il parlait que je sais plus, il a parlé de Nurmagomedov comme un très grand combattant et tout. Et donc, lui, il doit l'avoir mauvaise, tu vois. Trump sait même pas qui c'est, j'imagine. Donc, peut-être qu'il a pris ce combat-là pour ça, quoi. Ouais. Réponse samedi, encore une fois. Réponse Facteur samedi. X, la définition d'un facteur X, c'est on doit spéculer, on essaie de émettre des hypothèses, et là on sait pas trop. Moi, je me positionne quand même sur un pari, enfin pas sur un pari, sur un prono. Colby revient en forme et donc est meilleur que Buckley et donc emporte ce combat. Ouais. Maintenant, effectivement, je serais pas du tout choqué de voir un Colby qui est pas en forme et un Buckley qui lui roule dessus. Hein. Exactement.
Bah écoute, moi c'est pareil. Pour moi, que Covington est un meilleur combattant que Buckley et que si les deux sont à 100% et s'affrontent, Covington le passe tous les jours. Maintenant, Hmm. voilà, la réalité et ce qui semble se dessiner est inquiétante. Et effectivement, moi personnellement, je ne suis pas sûr de me positionner parce que on a quand même beaucoup d'exemples de combattants qui voilà, Ouais, ou quand prennent la les fin de combats carrière et commence, la fin de voilà. carrière choque. Exactement, Ouais. exactement. Et en termes de préférence, Euh, En termes de préférence, bon hmm. bah voilà, hein, Covington c'est le méchant de l'histoire, donc s'il nous fait une super prestation et qu'il revient dans le jeu, on a toujours besoin d'un méchant dans l'histoire, tu vois. C'est comme au Ouais, catch, quoi. Il c'est faut pas des Yann Gary méchants. maintenant. C'est plus Yann Gary, non? C'est vrai que maintenant Yann Gary, j'ai l'impression qu'après son combat contre Shavkat, les Ah gens, ouais. il est revenu un peu du bon côté des gens. Ah bah et les gens, ouais, je pense qu'avant il y avait ce côté un peu genre il est surcoté, il est surcoté, il est surcoté. Hmm. Là les gens n'ont pas vu. C'est ça qui est bien, c'est que c'est pas genre Shavkat a fait une mauvaise performance, Non, c'est Yann Gary est vraiment au niveau où on pense qu'il est, tu vois. exactement. Mm, Exactement. Et donc Et donc justement, en parlant de Yann Gary, moi, je suis un peu mitigé sur ma préférence. Buckley, ça me dérange pas pour avoir du sang neuf dans le haut de la division, vraiment. Euh, Maintenant, une belle performance de Colby Covington, ça me ouais, motiverait à le ouais. revoir. Et contre Yann Gary, ça fait Ah sens ouais. parce qu'ils se sont vachement cherchés. Et Ah donc, bah ça serait voilà, tu vois, c'est le genre d'histoire là avec un vrai méchant dans l'histoire. ouais, alors les conférences de presse, elles vont être cringe à crever, Ouais, on n'est pas obligé d'écouter. mais le combat va être fun à crever. On n'écoutera pas tout ça. Mais... Voilà, voilà. De toute Non, façon, le ouais. combat, pour moi, ce serait vraiment. Par contre, j'aimerais pas le voir prendre Yann Gary s'il perd, tu vois. Ah non, non, non. Pour moi, Yann S'il Gary perd, ici, voilà. vraiment, il est en position de plutôt aller, comme on en a déjà parlé, soit c'est un Leon Edwards, soit c'est le vainqueur de ce combat-ci. Initialement, il était prévu contre Buckley. On sait qu'il y a une histoire avec Colby Covington. Et pour moi, sa performance contre Shavkat le laisse un peu à sa place, ce qui Ouais. signifie qu'il peut pas aller chercher le perdant de ce combat-ci. Non, non, Ce serait non, trop bas. Non, non. non, clairement. On est Mais d'accord. ouais, on est d'accord. Bah voilà, on a fait le tour. Brian, un tout grand merci pour la préparation et l'analyse. C'était comme d'habitude très très fun, les amis. Merci. À très bientôt. Ciao, ciao. Ciao tout le monde.